Bonjour, je suis Alexandra Bandéan, comédienne et artiste en arts visuels, chant et danse, et je suis végane depuis 2015. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette vidéo du Festival Vegan de Montréal 2020 présentée par Nafsika. La vidéo qui suit met en vedette Stéphanie Lavoie dans une conférence intitulée « Végane de la ville, végane de la campagne, l'influence du milieu sur le vivre vegan ». Stéphanie est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean où elle a grandi en contact étroit avec la nature. C'est cette proximité qui a d'abord orienté ses études collégiales en environnement. Elle a ensuite quitté la région pour poursuivre ses études en géographie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Selon elle, c'est son changement de milieu de vie qui a enclenché sa transition vers le véganisme. En effet, quelque temps après son arrivée à Trois-Rivières, Stéphanie devient végétarienne et elle est maintenant végane depuis plus de 3 ans. Son cheminement vers le véganisme lui a apporté des questions auxquelles elle cherche à répondre aujourd'hui à travers son projet de maîtrise qui s'intéresse, entre autres, au vivre vegan en ville et à la campagne. Alors que le véganisme est de plus en plus présent dans les médias, la recherche scientifique s'y intéresse également. Ce sont essentiellement les sciences de la santé qui dominent les publications sur le sujet. Les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales sont d'autres disciplines qui s'y intéressent. Mais qu'en est-il de la géographie? En effet, peu de recherches se sont intéressées au milieu géographique dans lequel le mouvement vegan se déploie. Alors qu'on reconnaît aujourd'hui que l'espace joue un rôle déterminant dans un mouvement social, comment ce dernier influence-t-il le devenir, être et rester vegan dans les villes et les campagnes québécoises? Cette conférence propose donc d'exposer le cheminement qui a mené à cette question et de présenter quelques résultats préliminaires. Si vous appréciez les vidéos du Festival Vegan de Montréal 2020, vous pouvez faire une contribution volontaire sous la forme d'un don via notre site web festivalvegandemontréal.com. Le festival est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec des bénévoles et le contenu que vous allez visionner est gratuit grâce à leur implication et à celle de nos commanditaires. Je vous souhaite un bon visionnement et une excellente journée. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Stéphanie Lavoie, je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pourquoi est-ce que je m'adresse à vous aujourd'hui? Pour faire une histoire courte, moi, mon projet de maîtrise il porte sur le mouvement vegan, plus particulièrement sur comment on devient, on vit et on reste vegan à la ville et à la campagne. Donc, depuis les 2 dernières années, j'ai eu la chance de m'immerger dans la littérature sur le sujet, mais aussi d'aller discuter directement sur le terrain avec des végans. Donc aujourd'hui, à travers cette conférence, j'aimerais ça vous partager mes apprentissages sur le mouvement vegan. D'abord, pourquoi une recherche sur le mouvement vegan? La raison découle de mon parcours personnel. Moi, je suis devenue végane en janvier 2017, mais mon cheminement a commencé en juin 2016. Je venais de terminer ma première session d'université, puis j'ai décidé de devenir végétarienne parce que je me disais que ça allait me coûter moins cher d'épicerie puis que ça serait meilleur pour ma santé. Je me suis mise à chercher sur le web pour des nouvelles recettes, j'ai joint des groupes Facebook, mais rapidement, même en cherchant juste des recettes, j'ai fini par tomber sur de l'information connexe. J'ai commencé à écouter des documentaires, par exemple Earthlings et Cowspiracy. À ce moment-là, j'ai compris que tout ça, c'était bien au-delà de ma personne, de mon portefeuille puis de ma santé. Je me sentais incohérente d'être juste végétarienne pour éviter la souffrance et la mort des animaux, alors que ma consommation d'œufs et de produits laitiers engendrait autant de souffrance et de mort si ce n'est pas plus. Donc j'ai fait le pas, à partir de ce moment-là, je suis devenue végane pour des raisons éthiques essentiellement. À la fin de mon baccalauréat, peut-être un mois avant de commencer ma maîtrise qui allait au départ porter sur l'érosion des sols en milieu agricole, j'ai eu une discussion avec ma co-directrice, qui est aujourd'hui devenue ma directrice. Elle savait que j'étais végane, puis c'est un sujet qui l'intéresse parce que c'est un mouvement qui est relativement émergent, puis il y a plein d'aspects qui n'ont pas encore été étudiés. Elle me dit que si je voulais en faire mon projet de maîtrise, elle allait me diriger, puis elle m'a encouragée à aller voir dans la littérature scientifique qu'est-ce qui avait été fait comme recherche sur le véganisme. Le soir même, c'est ce que j'ai été faire, puis mon projet de recherche a commencé à prendre forme tranquillement à partir de ce moment-là. Une des premières choses que j'ai constatées à travers mes lectures, c'est que de quantifier le mouvement vegan, ce n'est pas une tâche facile. Le véganisme n'est pas particulièrement récent. Sa première définition date de 1944 par Daniel Watson, le fondateur de la Vegan Society. Donc le mouvement vegan, il n'est pas récent, mais il connaît un essor qui est fulgurant depuis les dernières années. Avant de vous présenter des chiffres issus de sondages, je veux juste prendre le temps de souligner l'importance de nuancer les résultats qui proviennent des sondages.
Parce qu'en effet, dans les sondages, il est impossible de dire si les répondants qui se disent véganes sont vraiment véganes. Les statistiques peuvent être biaisées par ceux qui mangent de la viande seulement de temps en temps, par ceux qui envisagent de devenir véganes, par ceux qui ne savent pas exactement ce que signifie végane en termes de sélection des aliments et dans les autres aspects du mode de vie, puis par ceux qui ne maîtrisent pas la terminologie entre, mettons, végétarien, végétalien, végane. Donc, selon une recherche qui a été effectuée en 2018, il y aurait 2 à 5% des individus dans le monde qui seraient véganes. Puis, on remarquerait une augmentation exponentielle avec des courbes qui atteignent dans les 500% dans ces dernières années. Maintenant, un sondage qui a été mené en 2016 aux États-Unis mentionne que 3,3% des adultes américains seraient végétariens ou véganes, puis que la vente de substituts de viande aurait atteint 553 millions de dollars en 2012, puis ça représente une augmentation de 8% en 2 ans. Du côté du Canada, il y a un sondage qui a été effectué récemment auprès des Canadiens par le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie et qui mentionne que ce serait 600 000 Canadiens qui se considèrent véganes, puis on assiste à une augmentation de 0,7% entre février et juillet 2020. Alors que les sondages vont produire des résultats qui sont limités, de mon côté, j'ai fait l'exercice d'utiliser l'outil Google Trends, qui permet de localiser dans le temps et dans l'espace les recherches Google pour les mots-clés sélectionnés. Cette carte-là illustre à quel moment les recherches Google pour le terme vegan ont commencé à s'accélérer à travers le monde. Je ne vais pas m'attarder à nommer tous les pays de chaque catégorie, mais ce que j'aimerais amener à votre attention, c'est qu'avant 2015, il y a peu de pays qui font des recherches Google pour le terme vegan. Il y en a seulement 7 et sont essentiellement situés en Europe. Par la suite, entre 2015 et 2018, la recherche Google pour le terme vegan s'accélère dans plusieurs régions du monde, notamment l'Amérique du Nord, le Mexique, le Brésil, dans plusieurs pays d'Europe et de l'Asie, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Finalement, les pays en bleu foncé représentent une accélération qui était toujours en cours au moment de l'extraction des données. Même si ces résultats-là, ils ne nous renseignent pas sur le nombre de véganes à travers le monde, ils nous donnent quand même une idée de l'intérêt envers le véganisme. En effet, si ces pays-là sont ressortis de l'analyse, c'est qu'il y a des gens qui ont tapé vegan dans la barre de recherche Google, que ces gens-là soient véganes ou non. Ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette carte, c'est que l'intérêt envers le véganisme est relativement récent, rapide et mondial. J'ai ensuite regardé comment les recherches Google pour le mot-clé vegan se répartissent à travers les villes du Canada. J'ai réparti les résultats en 4 différentes catégories. La première, c'est celle qu'on voit sur cette carte. Puis, c'est dans les villes suivantes, illustrées par les points bleus, qu'on va retrouver les volumes de recherche les plus importants. Entre 80 et 100% des recherches Google pour le mot-clé vegan sont effectuées dans ces villes canadiennes-là. C'est donc dans les 5 villes de Colombie-Britannique, la ville de Guelph en Ontario et à Halifax en Nouvelle-Écosse que l'on retrouve les volumes de recherche les plus élevés au Canada. La deuxième catégorie, c'est celle où les volumes de recherche sont élevés, entre 60 et 80% des recherches Google pour le mot-clé vegan. Ces volumes de recherche-là, on les retrouve principalement en Ontario, puis en Colombie-Britannique et à Fredericton au Nouveau-Brunswick. La troisième catégorie, c'est celle où les volumes de recherche sont moyens, entre 40 et 60% des recherches Google pour le mot-clé vegan. Ces volumes de recherche-là, on les retrouve encore une fois en plus grand nombre dans des villes d'Ontario, mais cette fois-là, ils vont apparaître aussi dans les villes d'autres provinces qui n'étaient pas encore ressorties, comme l'Alberta, Saskatchewan, le Manitoba, le Québec et Terre-Neuve. Finalement, sur cette carte-là, on voit les villes où les proportions de recherche sont faibles, elles sont inférieures à 40%, puis c'est du côté de Waterloo, en Ontario, et de Québec. Pour résumer les 4 dernières cartes, l'intérêt envers le véganisme est plus élevé surtout dans les villes de Colombie-Britannique et en Ontario, sauf Halifax et Fredericton là, qui sont dans d'autres provinces. L'intérêt pour le véganisme est moyen pour des villes en Ontario et aussi pour des villes dans les provinces de l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve. Finalement, l'intérêt est faible pour la ville de Waterloo et de Québec. Donc, les autres villes du Canada n'avaient pas un volume de recherche assez élevé pour ressortir de l'analyse. C'est donc essentiellement là que les recherches Google pour associer au véganisme là, se retrouvent au Canada.
Enfin, du côté de la littérature, on dit que l'intérêt envers le véganisme serait surtout marqué dans les pays occidentaux et en milieu urbain. Cependant, ces constats-là n'ont pas été démontrés sur le plan spatial, mais c'est surtout soutenu par les caractéristiques sociales des végétariens. En effet, le végétarisme est surtout associé à la white middle class woman. Et il y a plusieurs études qui vont dans le même sens par rapport au véganisme. Ils disent qu'on retrouverait une plus grande proportion de jeunes femmes blanches ayant un niveau d'éducation plus élevé et qui appartiennent à la classe moyenne. Donc, l'intérêt envers le mouvement vegan, on le constate à travers des sondages, à travers les recherches Google, mais aussi dans les médias et dans la recherche scientifique. J'ai fait l'exercice d'aller sur le site web de quelques médias. J'ai écrit vegan dans la barre de recherche, puis j'ai eu accès à un nombre important d'articles sur le sujet. Par exemple, dans Le Monde, on va parler de la tension entre les militants véganes et les bouchers en France. Dans le Journal de Montréal, on va parler plutôt de l'action militante qui a été menée à Joe Beef à Montréal. Dans la presse, on va parler du boom végétal de Montréal. En fait, c'est l'essor des produits des restaurants véganes dans la ville. Et on va aussi tirer le portrait d'une chef végane. J'ai fait le même exercice, mais cette fois sur Scopus, qui est un répertoire de la littérature scientifique. J'ai recherché les articles, les chapitres et les livres qui, dans leur titre, leur résumé ou leurs mots-clés, avaient le terme vegan pour la période de temps de 1962 à 2018. Ce qu'on remarque, c'est que l'intérêt est grandissant depuis le milieu des années 80, puis qu'il s'accroît fortement au cours des années 2010. La majorité de ces recherches-là proviennent des sciences de la santé, puis elles s'intéressent particulièrement aux effets sur la santé d'une diète végane. De mon côté, dans les prochaines diapositives, je vais plutôt m'attarder sur qu'est-ce que les sciences sociales et humaines ont dit du mouvement végan. Du côté de la psychologie, on s'est intéressé aux facteurs motivationnels qui vont pousser les individus à devenir puis à rester véganes. Les recherches s'entendent pour dire que les principales raisons qui poussent un individu à devenir végétarien ou végétalien sont la santé, l'éthique et ou l'environnement. Les différentes motivations vont avoir un impact sur l'engagement et même sur la composition de l'alimentation. Quelqu'un qui va être vegan pour la santé va avoir une consommation de fruits et de légumes qui va être significativement plus élevée. Et ici, je voulais faire le lien avec mes observations sur le terrain. On a une femme de 32 ans qui est végane pour des raisons de santé. J'avais des gros problèmes de santé et puis j'ai pas eu le choix avec les intolérances alimentaires. Il a fallu que je devienne crudivore. N'importe quel produit transformé, je n'en mange pas. Je suis différente des véganes normaux. Je mange du tofu, mais les produits que tu as parlé, moi je faisais référence ici aux fausses viandes et aux faux fromages. Mais les produits que tu as parlé, des fois, il y a des agents de conservation ou des produits transformés. Les véganes, eux autres, parfois, ils mangent quand même des produits transformés ou du sucre, ce qui n'est pas mon cas. Les véganes qui vont l'être pour des motivations éthiques vont être plus engagés dans leur pratique, vont consommer davantage de produits transformés et des suppléments. Ici, on a une femme de 28 ans qui est végane pour des raisons éthiques. Moi, être végane, c'est vraiment pour l'éthique animale. C'est la seule raison pourquoi je le fais. Il y en a qui vont parler des bienfaits pour la santé. Moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Moi, je te dirais que je suis une junk food végane. Plus il y a de Beyond Meat dans ma vie, mieux je file. Enfin, ces facteurs motivationnels-là ne sont pas fixes. Ils évoluent au fil du temps. Certains peuvent apparaître, disparaître ou perdre de l'importance. Je vais vous lire ici le discours d'un participant dont la motivation initiale, c'était pour la performance sportive, la santé. Ses motivations ont évolué, puis est maintenant vegan pour l'éthique animale. Puis, je trouvais ça intéressant là, de vous le partager parce qu'il explique très bien comment la nature de la motivation peut avoir un impact sur le maintien du mode de vie. Donc, ça va comme suit. Si, admettons, je mange un steak, je vais pas attraper le cancer demain matin. C'est pas parce qu'une fois, je mange une saucisse bourrée de nitrites faite avec je ne sais quoi que je vais être souffrant d'une maladie mortelle le lendemain matin. Par contre, si je considère, comme c'est devenu le cas, que manger, admettons de la viande, porte atteinte à un animal qui, quelque part, a été tué et probablement élevé dans des conditions qui ne correspondent pas à ce que devrait être son existence, quand je le fais pareil, je commets quelque chose d'incorrect. Tu ne peux pas dire « je ne suis pas un meurtrier parce que je ne tue pas souvent ». Non, tu sais, j'ai juste tué une couple de fois, mais je ne suis pas un meurtrier en général. Tu ne peux pas dire ça. Moralement, ça n'a pas de sens. De la même manière, je ne peux pas dire « non, mais je ne fais rien contre les animaux parce que je mange juste du steak de temps en temps ».
Ben non, quand tu en manges une fois de temps en temps, c'est une fois où, déjà, tu fais quelque chose qui me paraît, d'un point de vue éthique, incorrect. Il y a un animal, directement, qui en a subi préjudice. Du côté de la géographie, maintenant, il y a une recherche qui s'est intéressée au mouvement vegan à Paris. L'auteur a montré qu'en brisant les normes sociales, le véganisme tend à produire des espaces qui lui sont propres. Ces espaces-là sont des épiceries, des commerces, des restaurants, des lieux d'action militante, des vegan places, des salons véganes, des lieux virtuels. Ces lieux-là vont permettre de consommer, mais aussi de rassembler la communauté, puis de favoriser le développement du mouvement. Comment aborder le mouvement vegan? Dans la littérature, il y a beaucoup de discussions autour du positionnement du mouvement. Certains chercheurs vont le positionner comme un mouvement social plutôt traditionnel, d'autres comme un mouvement de style de vie. Dans les prochaines diapositives, on va voir c'est quoi les caractéristiques de ces deux types de mouvements-là, puis comment le mouvement vegan, se positionne par rapport à ceux-ci. Le mouvement social traditionnel va se caractériser par une organisation qui va être formelle, plus officielle. Il va être orienté vers des préoccupations économiques et politiques. Dans ce type de mouvement social-là, les acteurs vont s'engager dans des actions collectives et vont partager une identité qui est également collective. Le succès d'un tel type de mouvement va se mesurer en termes de changements législatifs ou par le nombre d'adhérents à un groupe ou à une association. D'un autre côté, le mouvement de style de vie va être relativement diffus, moins organisé, et puis il va cibler les pratiques culturelles et des normes. Les actions posées par les acteurs vont être individuelles et quotidiennes. Ces actions-là vont participer à la construction d'une nouvelle identité individuelle mais à la fois collective, puis ces actions-là vont viser un changement social. Le succès d'un tel type de mouvement se mesure plutôt en termes d'individus qui modifient leur style de vie et leurs pratiques quotidiennes. Le véganisme est à l'intersection du mouvement social traditionnel et du mouvement de style de vie. On va voir les aspects théoriques auxquels il se rattache, puis on va valider avec des observations terrain faites auprès des participants que j'ai rencontrés. Dans les deux types de mouvements, on rencontre des éléments qui s'opposent. Par exemple, du côté des actions collectives versus les actions individuelles et quotidiennes. J'ai demandé aux 18 véganes qui ont participé à ma recherche, est-ce que vous vous définissez comme une activiste végane? Il y en a 10 qui m'ont répondu oui. Parmi ces 10-là, il y en a 2 qui participent à des actions collectives, il y en a 2 qui ont déjà participé à des actions collectives, puis il y en a un qui aimerait participer à des actions collectives. Toujours sur ces 10 véganes activistes-là, il y en a 5 qui s'identifient comme tels sans participer à des actions collectives. Je vais vous donner un exemple. J'ai tendance à croire qu'être activiste pour le véganisme, c'est pour tout ce qui est nos choix au quotidien, à travers tout ce qu'on fait, les comportements qu'on a avec les autres, comment on communique ça avec les autres, les gens qui nous entourent et essayer de créer l'ouverture à travers de son entourage. Je pense que je serais une activiste au quotidien. Je verrais plus ça comme ça. J'ai aussi remarqué que la perception de l'activisme de la part de ceux qui participent pas à des actions collectives est pas particulièrement positive. Je vais vous donner 2 exemples. Un activiste. Je fais pas d'acte de libérer des animaux ni rien, mais j'essaie de parler aux gens pour les éclaircir ou les aider là-dessus. Je me bats pour le véganisme dans un sens, mais pas avec des actes agressifs ni rien. Je ne fais pas d'action aller sur des fermes en vidéo cachée pour aller faire une dénonciation de X ou de Y. Je ne suis jamais allée dans un marché local non plus pour me mettre devant l'étalage de sangliers en saucisson de je ne sais pas quoi en train de faire « Ouais, mais vous n'avez pas honte, monsieur. » Non, non et renon, je ne suis pas dans l'accusation. Enfin, sur les 18 participants, il y en avait 10 qui ne s'identifiaient pas comme activistes véganes. Ici, je vous donne un exemple. Je ne pense pas que juste agir en cohérence avec le véganisme soit suffisant pour dire que tu es activiste. Ça ne me paraît pas un acte, résistant ou de rébellion suffisamment fort pour prétendre à quelque chose comme ça. Toujours parmi les éléments qui s'opposent, on a l'organisation formelle versus l'organisation plus diffuse. À quoi ça ressemble sur le terrain? Eh bien, parmi les 18 participants, il y en a 3 qui font partie d'une association ou d'un groupe vegan officiel. Et il y en a 15 qui sont non affiliés.
En effet, on peut être végane sans avoir d'affiliation à des groupes ou associations véganes, à l'inverse d'autres mouvements sociaux. Enfin, l'élément commun des deux types de mouvements est l'identité collective, mais elle est difficile à cerner dans le cas du mouvement végan. Puis ce qui fait en sorte qu'elle est autant difficile à cerner, ce sont les différences entre chaque individu dans, notamment, comment les gens se représentent le véganisme. Je vais vous montrer 3 exemples quand je demandais aux participants s'ils pouvaient me dire dans leurs mots qu'est-ce que c'est le véganisme. Je ne sais pas si je peux dire dans mes mots, parce que dans ma tête, la définition est comme stricte. D'un pur point de vue, comment dire, conceptuel, être végane, c'est ne consommer, que ce soit dans son corps ou dans l'utilisation de quelque produit que ce soit dans sa vie, aucun produit qui provient directement ou indirectement d'une forme d'exploitation ou de recours à quelque chose d'animal. C'est dans ma tête, c'est ça. Dans mes mots, c'est ça. Après ça, est-ce que j'y associe quelque chose de personnel? Non. Dans ma tête, c'est ça. Ça doit être ça. L'aspect spirituel que je mêle à ça, je l'entends jamais nulle part. Tu sais, quand le monde parle du véganisme, il parle de côté écologique, éthique puis santé, mais moi, il y a le côté spirituel que j'inclus là-dedans. C'est un 4e aspect qui est très fort pour moi parce que ça fait partie de mon cheminement. Tantôt, quand je disais que les animaux, je les considérais comme des âmes incarnées au même titre que nous autres, ça va dans cette optique-là. OK, on respecte les règlements établis pour être qualifié de vegan, puis il y a quoi après? Il y a rien. Pourquoi? Dans quel but? C'est comme si le but, c'est juste de respecter le cadre pour dire que tu respectes le cadre, mais le cadre. OK, on va dire il y a plusieurs personnes qui s'entendent sur le cadre, donc on dit OK, c'est ça le cadre. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif. C'est juste un cadre arbitraire avec un mot, une définition. Ça ne veut rien dire. C'est juste une étiquette. Moins. C'est comme une boîte arbitraire qui n'a aucune valeur. Je me suis arrêtée à ces 3 exemples-là, mais il y en a bien plus. Il y a aussi des différences dans les pratiques. Comme on vient juste de voir, certains vont être activistes alors que d'autres non. Ceux qui sont activistes peuvent s'impliquer dans des actions collectives, d'autres plutôt vont être actifs sur les réseaux sociaux, d'autres vont promouvoir le mode de vie dans leur entourage. Il va y avoir des différences aussi dans les habitudes de consommation. Du côté de la composition de l'alimentation, le continuum est très large. On rencontre des véganes frugivores, crudivores, whole food plant-based, et à l'opposé, il y a des véganes dont l'alimentation se base sur les produits transformés presque exclusivement. Au centre, il y a des véganes qui ont une alimentation qui s'équilibre entre les aliments, disons, de base et les aliments transformés. Il y a une différence aussi dans la façon dont certains véganes consomment. Il y a des véganes locavores qui vont avoir une consommation axée sur les produits locaux. Il y a des véganes zéro déchet. Il y a des véganes dont l'éthique est élargie. Certains vont éviter de consommer, par exemple, des avocats du Mexique à cause des pratiques controversées sur le plan humain. Il y a aussi des différences dans les limites qui vont se fixer. Puis je vais nommer ici quelques éléments qui créent souvent énormément de débats entre les véganes. Par exemple, les animaux de compagnie, que ce soit d'avoir un animal de compagnie, de le nourrir vegan ou non, surtout pour les chats en fait. La consommation d'huile de palme, le fait d'acheter des produits véganes qui proviennent de grandes compagnies non véganes. Je vais vous donner l'exemple ici des produits véganes Like Life et Failed Roast, qui sont détenus par Maple Leaf, qui se décrivent sur leur site web comme le plus grand transformateur de porc au Canada et parmi les 10 premiers en Amérique du Nord. S'il y a un élément important à retenir sur tout ce que je viens de dire, c'est que la composition du mouvement vegan est très hétérogène. Pour faire un retour rapide, il y a des véganes qui vont le vivre plus comme un mouvement social traditionnel, ils vont être membres d'associations officielles, ils vont être des militants actifs. Il y en a qui vont le vivre plus comme un style de vie, qui vont être non affiliés, qui vont être des militants passifs. Puis entre ces véganes-là, il va y avoir des différences dans les motivations, dans les pratiques, dans les habitudes de consommation, dans les limites qui vont se fixer, etc. Je tiens aussi à préciser que les éléments que j'apporte ici, c'est pas des conditions rigides, l'un n'est pas conditionnel à l'autre. Ce que j'entends par là, c'est qu'un vegan peut être membre d'une association officielle, mais ne pas pratiquer d'activisme, par exemple. Puis, j'aimerais rajouter que ces éléments-là ne sont pas fixes, mais plutôt en mouvement. Ils vont évoluer au fil du temps. Un vegan qui l'est depuis seulement 1 an pourrait être un militant passif au départ, puis au bout de 2 ans, là, devenir un militant actif, par exemple. En conclusion, bien que ma recherche vise à mieux comprendre le mouvement vegan au Québec, il y a beaucoup de questions qui vont demeurer sans réponse.
Par exemple, comment cerner le mouvement vegan efficacement? On l'a vu au début, ce n'est pas une chose simple. On peut se poser comme question aussi quel est l'impact de l'hétérogénéité sur les véganes à travers la communauté végane, mais aussi c'est quoi la perception des non-véganes sur cette hétérogénéité-là. Donc, en espérant que ces questions-là vont pouvoir être adressées dans des futures recherches. En attendant, moi, j'espère que à travers cette conférence-là, j'aurai réussi à vous dresser un portrait qui est un peu plus clair sur le sujet. Donc, je voudrais terminer en remerciant le Festival Vegan de Montréal de m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir avec vous sur le sujet. Donc, je vous souhaite un bon festival. Merci.